Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de l'atome. Personne n'a jamais vu un atome, mais les scientifiques ont toujours façonné des modèles pour appréhender et approcher cet état de la matière. Et bien entendu, à travers des résultats expérimentaux. Commençons avec la naissance de l'idée de l'atome. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le savant grec Leucippe, puis son élève Démocrite, ont eu l'intuition que toute matière est constituée de petits grains invisibles et insécables qu'ils appellent atomes. Imaginons que nous divisions un matériau en des morceaux de plus en plus petits. Il arrive forcément un moment où les morceaux obtenus ne peuvent plus être divisés tout en gardant les propriétés de la matière. Ces morceaux qu'on ne peut plus diviser sont les composants ultimes de la matière, les atomes. D'autres philosophes grecs contemporains proposent une conception de la matière totalement différente. C'était la théorie des 4 éléments. Donc, pour Empédocle et Aristote, la matière en fait est un mélange de 4 éléments primordiaux, l'eau, l'air, la terre et le feu. Apparemment, cette théorie-là, moins philosophique que la théorie atomistique de Leucippe et Démocrite, cette théorie semble se fonder sur des faits plus concrets. Un matériau est plus léger qu'un autre car il contient plus d'air. Lorsqu'un objet brûle, c'est le feu qui s'échappe, etc. Donc ces idées prévaudront pendant plus de 20 siècles. Ensuite, cette idée d'atome renaît. Et donc, ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle que la théorie d'Aristote est battue en brèche, comme on dit, par les travaux d'un chimiste anglais, M. Dalton. À cette époque, les chimistes se sont aperçus que les matériaux réagissent toujours dans des proportions bien définies. Ainsi, par exemple, pour un gramme d'hydrogène ou de dihydrogène, réagit toujours avec une masse bien déterminée de 8 grammes d'oxygène ou dioxygène pour former 9 grammes d'eau. Ces proportions sont toujours les mêmes, quelles que soient les masses considérées. Donc pour 2 grammes d'hydrogène, ils réagissent donc avec 16 grammes d'oxygène pour former 18 grammes d'eau. Donc pour Dalton, ce n'est possible que si la matière est composée de petits grains indivisibles, ce sont les atomes. Cependant, la théorie atomique eut du mal à faire l'unanimité chez les scientifiques. Et il fallut plus d'un siècle pour qu'elle soit acceptée par tous. De nouvelles découvertes, comme par exemple en 1897, le physicien britannique Joseph John Thomson découvre des particules chargées électriquement et de masse beaucoup plus petite que l'atome, les électrons. L'atome n'est donc pas le composant ultime de la matière. Après la découverte de la radioactivité, le physicien britannique Rutherford montre qu'elle provient de la transformation d'un atome en un autre. Et donc l'atome peut donc se diviser. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers modèles de l'atome, si vous voulez. Suite à ces découvertes, Thomson propose en 1904 un modèle de l'atome. Celui-ci est constitué d'une substance chargée positivement dans laquelle baignent des particules chargées négativement, les électrons. Rutherford
découvre en 1911 que l'atome est constitué d'un noyau central dans lequel se concentre toute la masse de l'atome. Il en déduit un nouveau modèle de l'atome appelé modèle planétaire, car les électrons y tournent autour du noyau comme des planètes autour du Soleil. Et en 1913, le physicien danois Niels Bohr complète ce modèle en précisant que les électrons ne peuvent tourner autour du noyau que sur des orbites bien déterminées. L'idée de la quantification de l'énergie. Le nombre de charges positives portées par le noyau est égal au nombre de charges négatives portées par tous les électrons. L'atome est électriquement neutre. Et bien sûr, l'électron peut transiter d'un niveau à un autre en émettant ou en absorbant une radiation. Qu'en est-il aujourd'hui de ce modèle de l'atome? L'atome est constitué d'un noyau central chargé positivement autour duquel tournent des électrons chargés négativement. Ces électrons constituent le cortège électronique. On a découvert que le noyau contenait d'autres particules appelées nucléons, protons et neutrons, et que l'on ne peut prédire avec certitude si un électron se trouve sur l'une ou l'autre des orbites. L'atome devient flou car on parle de régions où la probabilité de présence des électrons est maximale, orbitales électroniques. Dans le modèle présenté sur l'écran, plus les points sont rapprochés, plus il est probable de trouver un électron dans cette zone. La physique permettant de formuler la fonction d'onde décrivant chaque électron et son énergie par le biais d'une équation appelée équation de Schrödinger. Et elle est la base de la mécanique quantique. Le nombre de charges positives portées par le noyau est égal au nombre de charges négatives portées par tous les électrons. L'atome est électriquement neutre. Le proton n'est plus une particule élémentaire, mais composé lui-même de quarks. Le neutron, lui aussi, est une particule composée de quarks, et donc tous les deux sont divisibles et sécables. Les orbitales atomiques sont les solutions de l'équation de Schrödinger pour des valeurs d'énergie bien définies. Elles représentent des régions où la probabilité de présence de l'électron est la plus grande. On ne parle plus d'orbite ou de trajectoire. Et par conséquent, nous avons en fait une centaine d'atomes différents. Si vous voulez, il y a à peu près 118 atomes différents. L'atome d'hydrogène possède un électron, tandis que l'atome de carbone en possède 6. L'atome d'hydrogène ne compte qu'un seul électron et son noyau porte une charge positive. L'atome de carbone compte 6 électrons et ce noyau comporte 6 charges positives. Et les différents types d'atomes se différencient donc par le nombre d'électrons. Puisque l'atome est électriquement neutre, les noyaux atomiques doivent également porter un nombre différent de charges positives selon le type d'atome. Et on se retrouve donc en fin de compte avec 118 atomes, ou si vous voulez 118 éléments, dont 2 qui sont à l'état liquide, c'est le brome et le mercure, 11 qui sont à l'état gazeux, hydrogène, azote, oxygène, fluor, chlore, hélium, néon, argon, krypton, xénon, radon, et le reste, autrement dit 105 éléments, sont à l'état solide. Pour vous donner une idée, quelques ordres de grandeur. La masse d'un électron, il est de l'ordre de 1,9-10-31 kg. La masse d'un noyau varie entre 10 puissance moins 27 et 10 puissance moins 25 kg. Le diamètre d'un noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Le diamètre de l'atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Si nous comparons les diamètres d'un noyau et d'un atome, nous constatons que l'atome est environ 100 000 fois plus grande que le noyau.
Si le noyau était un petit poids de 1 cm, l'atome tiendrait dans une sphère de 1 km de diamètre. Alors, comme la masse des électrons est très petite devant celle du noyau, cela signifie que la masse de l'atome est concentrée à 99,97% dans son noyau. Toute la masse de l'atome étant quasiment concentrée dans le noyau et l'atome étant beaucoup plus grand que son noyau. Le reste de l'atome n'est donc constitué que de vide. Si on enlevait le vide de tous les atomes de la Terre, celle-ci tiendrait dans une sphère de 150 mètres de rayon. C'est d'ailleurs à peu près l'état dans lequel se trouve la matière dans des étoiles dites étoiles à neutrons. De même, tous les noyaux de l'humanité pourraient tenir dans un dé à coudre. Pour ce qui est de l'observation des atomes, avant 1986, il était totalement impossible de visualiser un atome car les microscopes existants ne permettaient de voir que des détails de l'ordre de 10 puissance moins 7 mètres. Le microscope à effet tunnel, inventé il y a quelques années, ne permet pas de les voir directement, mais grâce à lui, on peut interpréter un certain nombre de données jusqu'alors inaccessibles et qui, une fois collectées dans un ordinateur, permettent de recréer des images d'atomes comme celles que vous voyez sur l'écran. Merci pour votre écoute et à la prochaine.